Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va travailler deux scénarios. Le premier étant que le Bitcoin puisse nous emmener à 150, 160 000 dollars d'ici finalement entre 30 et 60 jours, entre 1 et 2 mois. En fonction du momentum actuel, un petit peu la manière dont on est parti depuis les 76 000 dollars et puis différentes targets techniques, etc. Donc on va vraiment appuyer cette partie technique-là qui est plus que possible, hein, puisque c'est le momentum actuel, encore une fois, avec toute une partie fondamentale. Ça va être le premier travail qu'on va faire ici dans cette vidéo. Et puis le deuxième scénario, c'est celui, bien sûr, du sell in May and go away, qu'on voit moins appuyé aujourd'hui, mais on fera peut-être une vidéo un petit peu plus dédiée potentiellement demain, sachant que je pense sincèrement que le scénario quand même bullish est probablement le plus à même de se produire, sauf bien évidemment événements un petit peu Black Swan, signe noir, etc. On y va pour l'intro et on travaille sur ce scénario-là. Alors, pour commencer, l'idée de la vidéo du jour, c'est tout simplement qu'on tienne le momentum à la hausse actuelle, c'est-à-dire, vous le comprenez, globalement quelque chose qui se comporte à peu près comme ça. Vous voyez qu'on a une target qui est depuis longtemps, nous, sur le tapis, et qui est 158 000 dollars, donc c'est travailler cette idée que finalement, on pourrait, si on tient le momentum actuel, y être autour du 10 juillet, et j'aurais même tendance à travailler éventuellement le scénario comme quoi on pourrait y être autour du 10 juin, hein, donc encore une fois 30 ou 60 jours, pour une élaboration de ce scénario, dépendant en fait de plusieurs facteurs au niveau technique, ne pas perdre le momentum qui est ici, hein, qu'on est actuellement en train de retester, ou plus ou moins, on n'en est pas très loin en tout cas. Donc ne pas le perdre celui-là. Également, éventuellement l'accélérer, en tout cas si on veut que ça arrive, vous le comprenez ici, bah, il va falloir une accélération, donc on va essayer de travailler ça. Et puis diverses autres choses. On va pas appuyer le technique aujourd'hui, on va mélanger un petit peu les deux, ça va être une vidéo un petit peu, on se fait plaisir, hein, de temps en temps on change un petit peu la manière de faire la routine. Je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un like, activer éventuellement les notifications, vous penchez sur tous les codes d'affiliation que vous avez en description de la vidéo, puisque moi je fais tout ça gratuitement, en fait je fais cette routine tous les jours quoi qu'il arrive, ça m'aide un petit peu de la formaliser, comment dire, en vidéo, hein, de l'expliquer, donc du coup voilà, déjà ça m'astreint à la faire évidemment tous les jours, et puis en plus ça m'aide un petit peu. Personnellement je vis de mon trading, j'ai pas besoin de votre argent, donc du coup tous les bénéfices de la chaîne sont versés à mécénat chirurgie cardiaque. Quelqu'un qui vit en théorie de son trading n'a pas besoin de vous vendre des formations ou quoi que ce soit. Alors, j'aurais tendance peut-être à mettre de côté les gens qui ont inventé un système et qui veulent que les autres réfléchissent un petit peu à ce système. Je pense notamment à Inner Circle Trading ou ce genre de choses, les méthodes ICT. Et encore que ça devient un business, hein, une fois que vous avez fait un système, etc. Vous avez d'autres gens qui vont partager leur avis, hein, sur le fondage. Je rappelle également que une bonne analyse de marché, pour moi, elle est toujours un petit peu technique, un petit peu fondamentale, un peu beaucoup fondamentale, et puis avec une analyse de liquidité dedans, d'autant plus que Bitcoin est quand même un marché qui tient et qui bouge énormément en fonction des liquidités. Donc si vous ne faites pas les trois analyses, si vous faites que du technique ou que du fondamental, vous aurez du mal, et si vous ne faites pas de liquidité non plus, vous aurez du mal. En tout cas, c'est mon conseil, c'est ce que je vous donne, c'est pour le coup mon système. C'est un conseil, encore une fois, qui est gratuit, donc n'hésitez pas, on prend le temps de mettre un like, on prend le temps de faire ces choses-là. Je pense que je partage du contenu qui est quand même jusque-là n'a rien à prouver en termes de qualité et voilà d'intérêt. Ici, on va zoomer un petit peu, on va enlever ces trois lignes de tendance là, puisqu'on a compris que ça ouvrait la possibilité d'un retest autour de ce point pivot là, autour des 96. Et sur la partie technique, on va pour l'instant partir du principe qu'on ne perdrait potentiellement pas ce momentum, et ou potentiellement sinon que ça devienne juste une droite de tendance, un petit peu comme cette violette là, qu'on a finalement sur Bitcoin depuis les 15 000 dollars et qui est un petit peu la pente du mouvement dans sa totalité, hein, d'accord. Vous voyez la violette qui est ici, globalement on a tendance à s'enrouler autour, un petit peu comme une liane, et voilà, parfois c'est relativement intéressant de réfléchir avec ces tendances-là, qui certes, ces droites de tendance-là, hein, j'entends, qui peuvent certes être perdues, mais qui finalement derrière continuent à garder un certain intérêt en termes de momentum, d'accord. Donc l'idée ici, vous le comprenez, bah, c'est soit on tient le momentum ici et on ne le perd pas à aucun moment pour éventuellement aller jusqu'à notre target, soit encore une fois au 11 juin, soit au 11 juillet. Mais pas que, on a une target intermédiaire, vous le voyez ici à 124 000, ici j'ai pris 158 000 pour vraiment
me dire, voilà, ce mouvement peut pousser de 50% pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer et qu'on va plutôt traiter au travers du fondamental, à savoir ce qu'on appelle les narratifs ici du marché, ce que les traders de fondamental à proprement parler aiment bien appeler les thèmes sous-jacents, voilà, c'est ce genre de choses qui fait un petit peu savant, mais en gros, globalement, c'est à quoi le marché réagit en ce moment et quels sont les thèmes qu'on peut mettre de côté. C'est-à-dire si vous avez un thème au niveau fondamental qui faisait peur, mais qui éventuellement pouvait être tout simplement mis de côté, et si oui, à quelle date, et ou par quelle data, hein, le fondamental, c'est on traite vraiment beaucoup de la data, et ben à quel niveau, à quel moment on rejoint le technique pour dire que effectivement le fondamental peut aider à ce qu'on tienne tout simplement je pense que ça fait plus 58% à partir du prix actuel, quelque chose comme ça, si je me trompe pas, je l'ai regardé tout à l'heure, mais je l'ai déjà oublié, plus 52%, vous voyez, d'ici un mois, pourquoi pas. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Bien sûr, les tarifs qui en ce moment sont sur une mise en pause, a priori pendant encore au moins 2 mois, et avec petit à petit des accords qui tombent. Donc personnellement, cette narration-là qui faisait à un moment donné très peur, qui a enclenché bien sûr une énorme correction sur S&P et une correction également sur Bitcoin, pour moi, pour le moment, je la mets de côté. Mais elle reste encore en vigueur tant qu'on n'a pas effectivement les chiffres, les derniers chiffres. Et elle reste en vigueur également puisque en ce moment, vous avez un accord certes qui est en train de finalement être finalisé, mais vous avez quand même des bateaux qui arrivent depuis la Chine vers les États-Unis avec des droits de douane à 150% à ce stade. Attention, pour moi, il y a énormément de choses qui ont été enlevées de ça. Puisque tout ce qui est ordinateur, composants électroniques, etc., toutes ces choses-là ne sont pas dedans. Donc on est sur quelque chose quand même qui devrait faire bien moins mal en termes d'inflation ressentie, d'inflation importée, hein, que ce qui avait été éventuellement prévu jusque-là. Et je l'ai toujours dit, ça j'ai toujours dit, pour moi c'est plus ou moins juste une manière de négocier de la part de de Trump, mais il y aura pas de choses qui vont faire mal. L'inflation, important, oui, on a eu un CPI hier, il était très bon, 2,3%, alors que le précédent était à 2,4%. On sait que la target c'est 2% à la fin. Et là, effectivement, bien sûr, il y a des choses qui sont intéressantes. Si vous allez voir ce sondage du CME, hein, du Chicago Mercantile Exchange, ça ne va pas trop dans mon sens, au sens où vous le voyez ici, il y a un mois, là, le 14 avril, ici, on était à 61% du marché qui pensait qu'on allait pivoter en juin, et en l'occurrence, ici, en ce moment, on est peut-être plutôt sur un marché qui se dit, bah non, en fait, on va rester au prix actuel. Je pense que c'est des foutaises, et j'aime bien parfois être contrarien. Maintenant, attention, si le marché pense ça, parce que moi j'aime, enfin c'est les meilleurs trades en fait, hein, c'est ceux où vous ressentez un truc au niveau fondamental que potentiellement le reste du marché, c'est pas que le reste du marché ne le ressent pas, mais en tout cas bonne partie du marché ne le ressent pas et que finalement ça tombe. Écoutez, pour le moment on fait quand même attention à ça en se disant on avait des choses qui sentaient bon il y a un mois, pour moi qui sentent toujours aussi bon qu'il y a un mois, voire encore meilleur, mais que le marché lui ne semble pas apprécier dans ce sens-là, notamment je pense en raison des tarifs bien sûr, et c'est également en raison du dernier discours de Powell qui a été très vindicatif au niveau de l'inflation, et donc du coup ça il faut bien entendu le garder en tête. Tout de même, je pense que la Fed va pivoter moi personnellement au prochain, et qu'il va y avoir un retour de M2, donc de liquidité énorme, et que l'inflation va arriver aux 2% malgré ce pivot, mais je peux bien entendu me tromper. Récession, difficile à dire. Récession, c'est un gros thème aussi, hein, bien sûr. Le GDP a ralenti, hein, donc c'est plutôt ici quelque chose qui semble être dans le scope, hein, sur la table. Le GDP a ralenti. Je crois qu'on est autour des zéros, hein, sur le trimestre, le premier trimestre, si je me souviens bien. Également, on est peut-être très légèrement en négatif même. J'ai un petit doute, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc pour le coup, le GDP de juin sera très important, hein, et vous comprenez que là, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui peut se passer entre maintenant, et globalement, il faut quand même répondre à une question, on n'est pas juste en train de faire un point, et de dire, ah bah tiens, qu'est-ce qu'il y a dans les journaux en ce moment. Vous comprenez que l'idée ici, c'est quand même de dire ça, de regarder par rapport à ça, et là, en l'occurrence, on sera dans la période où le GDP va sortir, entre le 11 et le 11 juillet, globalement, plutôt autour du 11 juillet même, avril, mai, juin, faisant un mois complet, bien sûr. Donc GDP à vérifier, s'il y a des signes que ça se passe bien de ce côté-là, à ce moment-là, on ne serait pas en récession. Comprenez bien que
À ce stade, on parle d'une récession quand on a 2 trimestres de croissance négative, donc de GDP négatif, de PIB négatif si vous préférez, je dis GDP, mais voilà, parlons plutôt de PIB. Et ben ça, on surveillera de près. Parce que le GDP va impacter les earnings vont impacter les résultats des entreprises vont impacter le bénéfice par action, pour faire simple, et donc du coup le marché prendra de l'avance. S'il y a un mauvais GDP, le marché prendra de l'avance et va recaler les prix des actions en fonction de ce qu'il pense être les bonnes anticipations, bien sûr. Donc ça, on le garde en tête, c'est quelque chose également qui peut faire un petit peu mal. Personnellement, je pense que s'il doit y avoir récession, elle arrivera plutôt courant 2026, voire mi-2026. Je pense qu'on a une excellente fin d'année. Les 6 prochains mois seront excellents à la fois sur la crypto et sur les actions. En tout cas, c'est mon avis. À partir du moment où le premier thème sous-jacent, les tarifs, entre guillemets, se met vraiment de côté pour de vrai, avec voilà, tout ce qu'il faut pour... voilà, où on reste, admettons, dans les 10% pour tout le monde, avec un petit délire en plus pour la Chine, histoire que Trump montre qu'il a négocié un truc, hein, d'accord, on est ici sur, bien sûr, cette idée de ne pas perdre la face, et donc du coup, il y a un concours de zizi, hein, un petit peu, et puis après, au bout d'un moment, on se met d'accord en disant, bon, bah ok, c'est toi qui as la plus grosse, il n'y a pas de souci, ou alors, bah, je l'ai vu, on a la même, voilà, mais en tout cas, il y a un moment où ça se met en place, et ça se calme comme il faut. En soi, et derrière, pour moi, ça, c'était les thèmes macro. Alors il y en aurait d'autres, mais globalement ça c'est quand même les thèmes macro principaux du moment, et vous le voyez ici, ça c'est les 2 thèmes macro qui conditionnent tout simplement les taux, et les taux conditionnent le passage risk-on du marché, encore qu'en ce moment il y a eu des trucs qui ont été un petit peu pétés, hein, entre les deux, c'est-à-dire que ça n'a pas tout à fait fonctionné comme ça fonctionne d'habitude. Mais c'est comme ça que se mettent en place les nouveaux paradigmes, hein. C'est-à-dire que parfois, vous pourriez dire par exemple, je sais pas, l'or est censé monter, les taux sont censés monter et les actions sont censées descendre. Aujourd'hui, on est dans complètement autre chose. Pour moi, et je vais passer quand même rapidement là-dessus, parce que les États commencent à rentrer dans des niveaux de surendettement, et je pense que le marché n'est pas dupe, et il préfère finalement avoir des equities, hein, un droit de propriété sur des entreprises, plus que de posséder de la dette. Donc on va avoir probablement un problème de ce côté-là, qui va probablement être réglé par une répression financière, qui vous oblige, hein, en fait, à investir dans la dette de vos États. Typiquement, ce qu'on a au Japon depuis une trentaine d'années, c'est ce qui va nous tomber dessus en Europe et aux États-Unis. Ne serait-ce que même en crypto, on le voit au niveau des régulations, puisque l'USDT aujourd'hui est obligé de s'adosser par exemple sur de la dette. Donc si vous voulez trader, vous êtes obligé de passer par de la dette américaine, ce qui est relativement normal pour sous une certaine forme de monnaie. Mais en tout cas, on a vu le paradigme du stablecoin algorithmique, qui n'était pas une si mauvaise idée que ça, ou du stablecoin basé sur du Bitcoin, s'effondrer, hein, au travers de Terra Luna, l'UST si je me rappelle bien. Ça devient déjà tellement loin qu'on ne se rappelle même plus des noms. Mais l'UST, c'était complètement l'inverse. Et ça a été complètement éradiqué, soit par volonté politique, soit tout simplement par mécanisme financier. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'était un petit peu les deux en même temps. Il y avait certainement une volonté politique de tuer un projet coréen qui n'était pas basé sur de la dette américaine. Ça paraît logique. Et finalement, j'ai pas envie de dire tant mieux, j'ai envie de dire c'est comme ça. Donc ça, c'était les thèmes macro. Ici, je vais plutôt aborder les thèmes crypto dans leur intégralité. Et globalement, ici, c'est d'abord pour moi une question de supply. Question de supply, qu'est-ce que ça veut dire? La supply se raréfie, hein, sur les exchanges. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. Vous avez des whales qui en ce moment accumulent énormément, et on a toujours eu ce sentiment que malgré cette augmentation à 100 000 $, le marché n'est pas rassasié, il n'est pas vendeur, entre guillemets. Alors vous pouvez dire, oui, mais on est quand même passé de 109 à 74, et je vous dirais, oui, il n'y a pas de souci avec ça, complètement, moins 40 000 $. C'est également une résultante de ça, puisque d'une certaine manière, je dirais que les carnets d'ordre sont vides en très grosse quantité, à la fois à l'achat comme à la vente.
À l'achat, la différence, c'est que quand un BTC est acheté, il a tendance à sortir de l'exchange, et quand un BTC est vendu, il a tendance à revenir sur l'exchange, bien sûr, pour être vendu, sinon ça n'est pas possible, sauf OTC, mais bon, on est sur d'autres mécanismes. Je pense aussi qu'il faut bien intégrer cette idée du mécanisme, justement, OTC. À l'achat, les carnets d'ordre sont vides au niveau à l'achat, hein, au niveau retail, etc. Mais les whales vont quand même plutôt venir accumuler over the counter, c'est-à-dire de gré à gré, hein, comme quand vous achetez des lunettes à un Bana sur la plage, voilà, il vous montre son matos et vous achetez éventuellement ce qui vous convient, mais ça ne fait pas changer pour autant le prix des lunettes sur le marché des lunettes entre guillemets. Donc globalement, on a quand même une offre illiquide ici qui est en ATH, c'est-à-dire qu'on a 14 millions de bitcoins ça c'est le dernier rapport de Glassnode, hein, c'est pas moi qui l'invente, et bien 14 millions de bitcoins qui sont sortis des exchanges, donc ça peut créer éventuellement, si tout va bien, si les mineurs ne se mettent pas à vendre, et on a vu que sur le dernier mouvement vers le bas, il y avait eu aussi une vente un petit peu du côté des mineurs parce que ils avaient la volonté éventuellement de se hedger vis-à-vis de problèmes à la fois par rapport à l'énergie et à la fois par rapport au coût des ASICs, et donc du coup ils avaient besoin bien évidemment de garder un hash rate qui soit équivalent. Donc il y a eu un peu de vente de ce côté-là, mais là ce qu'on peut voir c'est qu'en tout cas du côté des whales, méga whales et de 10 à 10 000 BTC, je pense que c'est les sharks, eh bien ont été acquis 83 000 BTC. 83 000 BTC c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, on va dire que c'est ce qu'a dû acheter MicroStrategy sur les 3 derniers mois, quelque chose comme ça, hein, je veux pas dire de bêtises, mais globalement on doit être à peu près dans ce genre de proportion-là, puisque MicroStrategy en tout à 500 000 BTC, il y a eu, allez, peut-être plutôt les 6 derniers mois, parce qu'ils ont beaucoup acheté dernièrement. Mais en tout cas, on a plutôt une vente des petits pour vendre en proportion, en tout cas vers les gros. C'est en tout cas ce que nous dit également ce tweet de Sentiment. Donc voilà, cette idée de choc de l'offre, pourquoi pas? En tout cas, c'est ce qui pourrait, et vous comprenez qu'on est toujours en train de répondre à la question, c'est ce qui pourrait pousser le prix de 50% supplémentaire, tout simplement parce que si j'ai pas d'ordre à la vente entre 100 et 150 000, et vous comprenez qu'on est déjà allé à 100 000, et c'est ça, et surtout l'intérêt d'avoir déjà touché cette zone, donc, parce que pour beaucoup, ont déjà été vendus, beaucoup ont déjà, ceux qui voulaient vendre en tout cas ont déjà vendu dans cette zone-là. S'ils avaient dans cette idée depuis, vous aviez par exemple du BTC depuis 2014, vous aviez ce chiffre rond en tête de dire je vais vendre à 100 000, bah, vous avez probablement délesté ici une partie bien sûr de votre bague dans ces eaux-là. Le risque ici, quand on va revenir ici, et ça j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, c'est les inversions de polarité. Les inversions de polarité c'est quoi alors là, en l'occurrence, excusez-moi, ça ne serait pas une inversion de polarité, ça serait tout simplement un retest, mais c'est revenir, tout simplement une résistance à plat. Résistance à plat, c'est de dire, bah, je me suis fait peur, j'avais acheté ces zones-là. Alors pour l'instant, c'était plutôt, en fait, si on doit faire une inversion de polarité, j'aurais tendance à dire qu'on la faisait plutôt par là, d'accord? Là, au partir du moment où on perd ça, et vous voyez qu'ici, c'était un peu tendu, là, ça aurait pu s'inverser. Là, pour le moment, c'est juste arriver sur une résistance, c'est-à-dire de dire, bah, on a déjà vendu cette zone, donc elle sera vendeuse à nouveau, et où mais pour le coup, je vois pas une grosse consolidation non plus dans cette zone. On le voit sur le volume profile, si vous préférez ici. Pas non plus incroyable, hein. Si jamais on a vu énormément de monde qui avait acheté cette zone, il y aurait le risque finalement qu'au moment où on y retourne, alors qu'ils se sont fait peur au spot ici, de voir leur investissement tout simplement dégringoler de 100 000 à 74 000 $, quand on y retourne, ils se délaissent de leur Bitcoin. C'est ça qui crée une résistance. C'est simplement ce truc de dire quand vous consolidez, hein, qu'il y a beaucoup de volume profile dans une zone, vous revenez dessus, et bah dans du volume profile ici, vous avez de l'achat et de la vente, hein, vous avez les deux, et bien ceux qui avaient acheté du coup se délestent à nouveau et sortent à break-even en fait, et c'est ça le danger. Mais on a parlé ici de supply, c'est quelque chose pour moi qui peut aider ce manque de supply. Alors il faudra bien sûr monitorer est-ce que les bitcoins sont en train de revenir ou pas sur les exchanges, mais cette accumulation par les gros, on parle ici de réaccumulation de Wyckoff, hein, pour ceux qui connaissent par exemple, c'est typiquement ce genre de structure effectivement, c'est-à-dire admettons que ça soit une accumulation de Wyckoff dans sa globalité. Globalement, comprenez un range avec réaccumulation, etc. Bah ici, vous avez la zone, et on va faire vite, parce que je vais pas faire non plus toute une vidéo Wyckoff. Mais en gros, là, vous avez la résistance. Ici, vous avez le last point of support, si je me trompe pas. Là, vous avez le spring. Ici, vous avez la résistance qui réagit. Ici, vous avez la sortie, finalement, jump off the creek, c'est-à-dire tu sors de l'eau, hein, tu sors ta tête de l'eau. Et ici, vous avez le retour à l'eau. Donc, globalement,
session Wyckoff entre guillemets normale, qui peut se faire en épaule tête épaule comme ça, avec le spring étant la tête, qui peut se faire de pas mal de manières différentes. Là globalement moi je trouve que ça a plutôt une gueule de ta séance. Surtout sur le total, quand on regarde le total, ça a vraiment une bonne gueule de ta séance. Sur Bitcoin, un tout petit peu moins, mais sur le total, c'est vraiment très propre. Mais bon, bref, en gros, et je voulais pas trop faire de technique ici, mais vous voyez que c'est mes vieux, mes bons vieux, mes bons vieux démons qui reviennent hein, tout le temps. Mais globalement, voilà un peu l'idée. Là, l'idée aussi également, vous le voyez ici, bah, dans cette réaccumulation de Wyckoff, hein, c'est de ça qu'on voudrait parler. C'est est-ce qu'on fait ça, en fait, hein, la même chose, une épaule tête épaule inversée en correction. Ou alors, est-ce qu'on tient le momentum? D'accord, si on fait ça, vous comprenez qu'on met de côté, bien sûr, cette idée d'un push vers 158 000 d'ici 1 ou 2 mois. Si on ne fait pas ça, et si on tient le momentum actuel, excusez-moi, c'est mercredi, hein, donc les enfants sont... Ok, bon bah j'espère que ça fonctionne, je sais pas du tout ce que j'ai fait mais il s'est passé une petite couille. Donc voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Grosso modo, la question elle se pose aussi comme ça, encore une fois, soit on tient le momentum et du coup on va à 160 000 très rapidement, soit on ne tient pas le momentum et du coup on a besoin de revenir prendre du jus, peut-être dans cette liquidité, peut-être dans celle-là, vous l'aurez compris, à savoir 83 000 ou 91 000. Personnellement, je pars du biais et du principe, c'est-à-dire que vraiment je m'inscris dans cette idée-là, mais sans en faire nécessairement un paradigme, sans en faire nécessairement quelque chose de certain, que là, je sais pas, j'espère que vous le voyez, ce node de volume profile, on le voit beaucoup mieux maintenant, va nous protéger de perdre 96. C'est-à-dire que je considère que ici, on ne passera pas, on ne viendra pas chercher cette liquidité-là. Maintenant, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, vous le voyez, si on regarde dans le passé aurait plutôt tendance à dire, si on devait corriger fort et faire une épaule tête épaule en correction, je prendrais ici plutôt même en dessous, hein, c'est-à-dire la ligne blanche que vous avez vue ici, comme élément de, on va dire, une zone pivot. C'est là que, théoriquement, si on perd tout le reste, c'est là qu'on devrait rebondir à nouveau. Grosso modo, et pour faire simple, personnellement, je crois pas trop dans ce scénario-là, c'est-à-dire venir reprendre cette boîte de liquidité-là, sous 89, mais ça reste possible, hein. Il faut bien voir que si la narration des tarifs revient, si des mauvaises nouvelles sur l'inflation reviennent, si des mauvaises nouvelles sur la récession reviennent, si les whales se mettent à la distribution, et on n'a pas parlé de la régulation, mais on va y parler tout de suite. Globalement, quand je parle de régulation, je parle aussi d'adoption institutionnelle, et du coup, ça m'emmène plus ou moins vers cet article-là. En gros, cette idée que c'est désormais les entreprises qui ont la main. Bitcoin était un marché de retail. Il est resté un marché de retail avec les ETF, même si les ETF ont donné aux entreprises aussi cette possibilité hein, de ne pas avoir à faire le custodial, de ne pas avoir à faire la détention des clés, mais simplement d'avoir un formidable outil qui permet d'investir au spot. Hein. Je dirais qu'il y a sur la régulation, il y a deux très 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 grosses choses. Et comprenez qu'on était dans les premiers, nous, à avoir vu l'ETF spot comme étant l'outil qui allait révolutionner l'investissement sur Bitcoin, et je pense que ça a été le cas. Derrière, dans la régulation ici, vous avez, alors pour expliquer ce mécanisme, vous avez actuellement un mécanisme Bitcoin qui fait que en fait les achats se font d'une certaine manière en cash. C'est-à-dire que je passe par l'OTC le soir pour acheter mes bitcoins, mais si je veux rentrer par exemple sur de l'ETF, admettons in-kind, c'est en bitcoin. Admettons que j'arrive avec un bitcoin et que je dise je veux départ ETF et je dois pouvoir théoriquement même donner un bitcoin et qu'on me donne en face du papier. Donc sous-entendu, vous avez un mécanisme qui en ce moment est in cash, ça a été voté et obligé par la SEC de Gary Gensler, la SEC de l'époque. Je pense qu'il serait extrêmement bénéfique d'avoir un ETF en BTC.
Soit par la possibilité qu'ont les personnes qui ont mis en place les ETF de changer, soit par la possibilité d'en créer des nouveaux et que eux soient in-kind, donc en Bitcoin. Ça, c'est un premier levier qui peut être extrêmement intéressant, encore plus intéressant que l'ETF spot en cash. Parce que, agissant directement sur le marché, vous comprenez qu'on revient ici sur une régulation qui fait que le choc de l'offre est encore plus possible qu'avant, puisque ça bouge en temps réel. Ok, donc ça c'est super important. ETF in kind, si vous voyez des choses sortir de ce côté-là, c'est très bullish, en tout cas à mon sens. Deuxième chose, et qu'il faut bien comprendre également, le stacking sur les ETF ETH peut être extrêmement intéressant également. Là pour le coup on parle vraiment d'ETH, mais on peut penser aussi que, et on a vu des choses un peu sortir dans ce délire-là, il peut y avoir du yield éventuellement qui peut être proposé sur des ETF Bitcoin. Pour moi, ça serait très bon également. Qu'est-ce qui peut être plutôt un signal de top à l'inverse? Je dirais que quand votre conseiller BNP vous dira que vous pourrez collatéraliser vos bitcoins pour pouvoir éventuellement, collatéraliser justement un crédit sur votre maison, par exemple, ce genre de choses, c'est déjà possible, mais ça reste extrêmement marginal. Pour moi, voilà, c'est des signaux de top. Ça, c'est ceux où, si jamais vous perdez, et ben vous pouvez perdre des real assets. Donc, le moment où on pourrait engager un gros mouvement à la baisse sera le mouvement où tout le monde pense que Bitcoin est, quoi qu'il en soit, le plus hard asset qui soit. Et donc, du coup, là, il faudra, à mon avis, nettoyer à ce moment-là. Mais bon, voilà. L'idée de la régulation, elle est importante. Il y a cette régulation-là, encore une fois, je vous ai parlé des choses bénéfiques éventuellement sur les ETF, etc. Mais en plus, dans la régulation, on a aussi la régulation des stablecoins, qui est plus ou moins déjà, moi, en place, je pense, pour les États-Unis, mais par le biais privé, hein, plus ou moins, mais qui devra se faire également et qui est probablement pas dans cette fenêtre-là. Je dirais pas que ça soit dans cette fenêtre-là. En tout cas, en ce qui concerne les stablecoins, je pense que ce sera plutôt août. Mais il y aura des nouvelles avant qui vont tomber, des propositions, etc. Et puis on a bien sûr, en termes de régulation, le Reserve Act, qui pour le moment a été très décevant. Hein, et en tout cas, on a vu que, quand ça a commencé à parler de Reserve Act et que les choses ont été décevantes, à chaque fois, c'est ça qui a provoqué des pushs. Donc c'est une narration très forte, bien évidemment. C'est ça qui a provoqué des pushs à chaque fois, mais finalement les résultats étaient tellement décevants que, à chaque fois ça a retracé totalement. Le marché n'est pas con, hein, le marché n'est pas fait n'est vraiment pas stupide. Il est plutôt impartial, impitoyable, voilà plutôt, impitoyable pour ceux qui sont impatients. C'était d'ailleurs une citation de Buffett, c'est toujours une citation de Buffett, puisque Buffett est toujours vivant, qui est de dire que la bourse est un outil pour que les gens patients puissent prendre leur argent aux gens impatients, et je trouve que c'est assez vrai. Donc voilà un peu, régulation, ouais, régulation stablecoin, ouais. Pour l'instant, institutionnalisation aussi, on l'a vu avec les entreprises, et cette possibilité pour les entreprises, cette entrée des entreprises même directement sur le marché, et c'est une très forte demande, et là-dedans, moi, si la régulation est favorable, je vois bien un gros à réaccepter, soit Tesla, hein, c'est pour ça que je dis réaccepter, Tesla qui accepte à nouveau le Bitcoin, ça peut lancer, ça peut nous pousser s'ils le font demain matin, cash sur la zone des 160, et là vous comprenez que on est vraiment sur des trucs intrinsèques à la crypto, donc on n'a pas besoin que S&P soit à 7000 pour que Bitcoin soit à 150, s'il se passe quelque chose comme ça. On a beaucoup parlé aussi bien sûr de Microsoft et Amazon, qui pour le moment n'ont pas fait le move du tout, c'est des choses qui ont été proposées en AG, mais qui ne sont pas passées, qui un jour pourraient éventuellement être faites, hein, bien sûr. Ici, voilà, il y a des tas de choses qui peuvent se mettre en place en termes de régulation et qui peuvent, bien entendu, pousser pour que ces choses-là se passent. Je pense notamment, bien sûr, aux standards de comptabilité qui ont changé aussi dernièrement aux États-Unis. On parle bien sûr ici toujours du fondamental, mais standards de comptabilité qui ont changé aux États-Unis pour que tout simplement les entreprises puissent détenir des bitcoins en custody sans avoir chaque année à réévaluer.
pas ça. C'est si le Bitcoin s'est évalué dans l'année, ça sera un gain potentiel. Donc ils feront à côté une petite déclat crypto spécifique en disant bah, nous voilà on a 200 millions qui sont des gains potentiels en trésorerie parce qu'on a X millions de XRP, Bitcoin et compagnie, vous voyez, vous comprenez. Mais en gros, avant, il aurait fallu qu'ils considèrent chaque perte, mais qu'ils ne considèrent pas chaque plus-value latente. Donc c'était un petit peu embêtant d'aller rentrer sur sa propre trésorerie pour une entreprise de la crypto. Voilà pour ce petit point. Pourquoi on peut aller éventuellement à 150 000 un petit peu plus tard. On va vite fait faire la routine habituelle, à savoir que ETH, BTC est en train de s'apprécier. On n'est pas encore sur les targets, on est sur une zone un petit peu pivot, donc attention, ça pourrait ici un petit peu se calmer, mais voilà, pour moi, ça peut pousser encore un petit peu. On voit qu'on a cassé le triangle ici vers le haut, en cassant cette petite consolidation, et qu'on est allé plus ou moins à la target minimale d'un triangle. Derrière, voilà, je pense qu'on peut éventuellement se dire que à minima, cette petite zone des 0,28 ici est intéressante. Et personnellement, on peut viser plus haut, mais ce sera plutôt, en ce qui me concerne, donc ces zones-là, et pourquoi pas un petit peu plus haut, on visait bien cette zone-là. Si on y va, attention, hein, c'est à la fois plus ou moins une trend et plus ou moins un niveau horizontal. Donc ça, si on y va là maintenant, attention. On avait dit un Ether, pourquoi pas, à 3 000 $, je crois que c'était aujourd'hui, hein, globalement. On en est quand même pas très loin, à savoir qu'on est monté à 2750. Je pense que ça peut pousser encore une fois et nous donner un petit leg up. Pourquoi pas un petit retest du flag précédent ici, là, voilà, là, ce petit flag qui est là, et derrière, là en tout cas, je trouve que c'est pas moche. Ça peut se retourner, ce serait pas tant un problème que ça, mais je trouve que c'est pas moche, ça, c'est pas impulsif, c'est pas un boom. Donc pourquoi pas retest de ce niveau-là, 4 heures qui a été cassé un petit peu plus tôt, et push supplémentaire, sachant que ce 4 heures là a été cassé, hein, c'est celui qu'on avait modifié hier, et vous comprenez que désormais on a passé du temps au-dessus, donc celui-ci dégage, d'accord. La target sur ETH, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Moi, dans un premier temps court terme, on va dire sur le TP, le plus important, c'est la zone des 3000 à 3002. Et globalement, bon, moi, j'aurais plutôt tendance à prendre légèrement sous 3000. J'aime pas trop les gros chiffres ronds qu'il faut passer pour aller une target. Donc, très légèrement en dessous de 3000, j'aurais tendance à me hedger finalement. Si jamais on short squeeze, par exemple, ce niveau-là, donc 2838, légèrement au-dessus, comprenez qu'on a ouvert autour des 1500 et quelques, hein, cette position. Donc, bon, on est bien. Il n'y a pas besoin nécessairement d'aller tirer ici sur la corde et d'aller chercher par exemple le 15 minutes ici à 3406 qui peut venir être cherché, il n'y a pas de souci avec ça, il y a de la liquidité dans ces zones là, mais là on est quand même sur une zone où il y a eu pas mal de business, etc. Donc voilà, juste une petite déviation au-dessus. Personnellement je prends pour mon TP max en tout cas, et comprenez bien que derrière c'est cet élargissement là qui parle éventuellement. On a déjà ce point pivot là bien sûr, et cet élargissement là avec 6000 en target final pour un runner, hein. Vraiment ici on est dans quelque chose qui sera sur ce trade ouvert à 1005 de l'ordre du runner, hein, d'accord. On a d'autres targets, 7008 ici au dessus en faisant de la cassure de ce niveau là, si on vient à casser pardon du coup ce niveau là, donc cette target enclenche peut-être un petit peu celle-ci. Voilà, faudra pas hésiter à laisser du runner et refaire des ouvertures ici au milieu ou en dessous, hein. Si on va en dessous bien sûr il reste intéressant d'ouvrir jusqu'à 600 $ sur Ethereum, c'est intéressant d'ouvrir. Ce que je note ici, c'est que à aucun moment n'est retesté cet élargissement. Donc ça reste tout à fait possible également, tout simplement qu'on se mange un petit moins... pardon, un petit retest. Allez, on va se mettre comme ça, un truc dans ce genre-là. Voilà, un petit retest ici de la trend, etc. Voilà, petit retest de 2000, avec retest, voilà, là tout de suite, hein, si là on perd le truc, petit retest des 2000 avec petit retest de l'élargissement en même temps, c'est pas exclu. Maintenant, j'aurais quand même peut-être plutôt tendance à dire qu'avant ça, on passerait au-delà de 2008, mais ça reste que mon avis. Belle accélération en tout cas sur... Ethereum, vous le voyez ici, on avait un momentum qui était plutôt mou, avec ce triangle rectangle, ouais, plus ou moins. Ici, latéralisation, ici, boum, ça part, au moment où finalement, il y a des tas de choses qui se mettent en place. Et là, globalement, on est le 7 mai, on est grosso modo à peu près au moment finalement du 8 mai, légèrement après, 7 mai, c'était au moment du FOMC. Donc FOMC ici, qui pourtant n'est pas nécessairement en grande faveur de TH, c'est aussi au moment de la mise à jour Pectra. Globalement, certaines personnes diront que
notamment Bernstein, qui nous dit que les facteurs sur Ethereum sont multiples. Personnellement, je pense que c'est effectivement la mise à jour Pectra, mais pas plus que ça, vraiment pas. Je pense vraiment pas que ça soit un narratif incroyable. Mais les trois choses que nous dit Bernstein, c'est un boom sur les stablecoins, attendu, donc bien évidemment Ether en profitera un petit peu. La tokenisation des actions, donc le RWA, qui est quelque chose d'intéressant. Une institutionnalisation des Layer 2, donc ça c'est assez vrai, bon, notamment sur, je dirais par exemple AV, toute la DeFi, enfin toute cette partie network effect que peut avoir Ethereum en ayant été le premier, et puis un short squeeze bien évidemment qui se met en place quand même. Je suis assez d'accord avec l'article de Bernstein de ce côté-là sur les causes. Vous voyez que d'ailleurs ils n'ont pas mis la mise à jour, et personnellement je ne la mettrai pas non plus. Ici 2007 sur Ethereum, personnellement je pense encore une fois que ça peut pousser à 3000. La Chine qui nous parle de diverses choses. Les métriques qui nous disent que 250 000 dollars sera le best case pour Bitcoin. Tencent qui montre qu'il a augmenté de 13% ses revenus. Donc ça va pas si mal que ça en Chine, notamment visiblement grâce à du gaming. Je pense aussi, alors je crois qu'ils ont... je suis pas très gamer, je suis pas un gars qui est extrêmement gamer, mais je crois savoir qu'ils ont retardé GTA 6, si je me trompe pas. Je sais plus pour quelle date, je pense que ça se fera dans un an, il me semble. GTA 6, il se pourrait qu'il y ait de la crypto dedans, donc voilà, il se pourrait que dans un an, si jamais c'est annoncé comme tel, ou que petit à petit il y a des infos qui fuitent dans ce sens-là, ça soit très très bon pour tout ce qui est crypto autour du métaverse, et crypto, voilà, autour un petit peu de cette idée du gaming, crypto sur... voilà, typiquement gaming, et typiquement métaverse, et typiquement play to earn, et typiquement tout ce genre de choses-là. Un petit peu à l'époque où Facebook s'était renommé en Meta, je sais pas si vous vous souvenez, et que ça avait littéralement lancé un énorme boom sur tous les tokens Metaverse. Mais pas que, on peut aussi réfléchir à des catalyseurs comme ChatGPT qui sort à un moment donné, le monde se rend compte qu'on peut parler à une IA, alors que c'est juste un modèle de langage au départ, c'est juste un truc qui... C'est un petit peu comme un rocancourt, ChatGPT d'une certaine manière de l'intelligence artificielle, parce que c'est le gars qui te donne toujours un petit peu une réponse, alors que parfois cette réponse c'est n'importe quoi. Il faut faire attention bien évidemment aussi quand vous parlez avec ChatGPT. Mais il a tellement cette assurance de dire oui bien sûr je t'ai fait un résumé de ce qui se passe, etc. que du coup c'est extrêmement impressionnant. Mais en tout cas tout ça pour dire que ChatGPT avait lancé littéralement une grosse vague sur Nvidia, une grosse vague sur AMD, et une grosse vague sur les tokens également qui étaient autour de la crypto. Je me suis un petit peu perdu là dans mes réflexions, mais voilà. Speech de Jérôme Powell jeudi, donc demain, et quelques speeches de vice-président de gouverneurs fédéraux de la Fed, et puis le PPI demain aussi. Rien de bien excessivement important. Je me suis pas renseigné pour savoir où est-ce qu'il parlait. Je mets en pause une petite seconde. Donc c'est un framework review, et on a ici un article de Yahoo Finance qui nous dit peut-être que finalement il va y avoir des annonces lors de ce truc-là. Je pense pas que ça sera le cas, mais en tout cas vous le voyez ici, ce sera un framework review, donc ce discours de Powell qui sera fait sur une conférence à Washington. 35 minutes, c'est pas beaucoup, donc je pense pas que ça va être incroyablement incroyable. Après on avait déjà eu des discours de Jackson Hole qui avaient été extrêmement important sur les marchés, donc je pense que pour ceux qui ont l'occasion d'être là devant, ça peut être intéressant. Intéressant aussi de regarder sur Polymarket les différents paris. Vous avez 53% des gens qui parient sur Polymarket que Powell va dire plus de 43 inflation dans son discours, etc. Récession, slowdown. Donc là, c'est assez marrant de voir que, et d'autant plus que si vous regardez, Polymarket arrive comme étant la première recherche, si vous tapez speech Jérôme Powell, May 15th, vous avez ça qui arrive en première recherche. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir sur le
le compte X de la chaîne, 2172 abonnés, on peut faire mieux. Et je rappelle ici que tous les bénéfices de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Quelque chose sur lequel j'étais passé un petit peu vite hier, faute de temps, mais c'est bien évidemment l'introduction de Coinbase dans le S&P 500 et ça va booster l'action bien sûr grâce au trading des indices, etc. Donc le fait de rentrer dans le S&P est bien entendu quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est pas génial quand vous en sortez, c'est très très bon quand vous y rentrez. Et là en l'occurrence, pour le Bitcoin, vous comprenez que c'est relativement quelque chose de relativement énorme que d'avoir Coinbase qui arrive dans le S&P et ça va booster bien sûr le trading sur l'action Coin pour ceux qui en détiennent hors ETF et hors indiciel bien sûr. Les liquidités, bien sûr, 406 millions, c'est une journée plutôt péchue qu'on a eu hier. Vous voyez que c'est moitié-moitié, hein, littéralement, moitié short, moitié longue. L'action de prix a été un peu dans les deux sens, si je ne me trompe pas, sur les dernières 24 heures. Ouais, c'est ça, hier on était à peu près dans ces eaux, oui, c'est quelque chose comme dans ce genre-là. Donc, rien à dire de ce côté-là. Ethereum qui est à nouveau devant Bitcoin, 177 millions, alors que... il y a un souci là. 24 heures, 160... Ah oui. Ah ouais. Ah ben non. Non, il y a un truc qui colle pas. 220 millions en tout. Ah oui, 177, pardon, excusez-moi. Qui liquide Ethereum, 111 millions, soit sur les shorts, très exactement, la moitié de tout ce qui a été liquidé sur la totalité du marché. On a liquidé en short sur Ethereum, vous voyez qu'on liquide 220 en tout, et là, ne serait-ce que sur Ethereum, on liquide 100 millions en short. Donc c'est un vrai short squeeze, hein, c'est pas des blagues. Marché en levier, on a pris ce point-là. Est-ce qu'on a des divergences? En tout cas, on voit que l'Open Interest est revenu sur une forme de borne basse. Attention parce que c'était précédemment une borne haute ici. Ici, on parle du nombre de contrats en circulation. Donc en gros, soit on accepte de faire un range au-dessus, c'est-à-dire on accepte désormais de passer au-delà des 23 milliards de contrats ouverts sur BTC, soit on réintègre le range précédent, auquel cas il faudra déleverager jusqu'aux 20 milliards, 3 milliards de moins, 10% d'open interest en moins. Ça ne veut pas dire 10% en moins sur le prix. Vous voyez que parfois, on peut aller chercher des diminutions de l'open interest sur du short, de la liquidation de short. Globalement, ce que je vois là, c'est que ici, on aurait dû normalement augmenter le funding, et c'est pas le cas. En tout cas, ça reste à peu près à plat. Pardon. Hop. Ouais, d'accord. Donc j'ai du short ici, plutôt du 1 pixel, et ici, par contre, je n'ai pas celui-ci. Est-ce que j'ai du long un peu dans la structure ici? Là, vous voyez que ça baisse. Ici, le prix monte, le funding continue de baisser, donc c'est pour ça que j'ai du short. Derrière, le funding descend. Le prix descend et le funding monte au début, puis descend également. Donc on a liquidé du long là-dedans. Il y a peut-être un petit quelque chose dessous, mais c'est pas incroyable. D'accord, ici. Qui sera du rouge, puisque bien sûr c'est du long, et qui sera du 1 pixel, puisque c'est pas incroyable. À voir là-dessus. On voit quand même que si on se mettait là, ne serait-ce que là, par exemple, avoir un petit tour à faire sous cette petite structure, sous ce point-là au niveau des longues, vous voyez que c'est pas encore tout à fait le cas. Hop. Pourquoi pas. Donc une dernière leg vers le bas, en tout cas très court terme. Là où c'était plutôt engageant, et là je vous fais l'analyse comme ça, c'est qu'on avait pété cette trend-là. Mais derrière, on se reprend et puis on vient chercher du long. Pourquoi pas un petit passage sous la structure ici et un rebond plutôt sur le point qui est ici, c'est-à-dire 102 519. Ça aurait vachement de cohérence, je trouve. En tout cas, vis-à-vis de ce qu'on voit sur le funding, on voit qu'on est quand même shorté sur le top, ce qui est plutôt encourageant pour revenir à nouveau recasser 104 000 une nouvelle fois. Quand je regarde les liquidations sur High Block, j'ai un manque de liquidité ici flagrant pour revenir faire la jonction avec 100 000. Donc ça, c'est intéressant. Ça va plutôt dans le sens de ce que je vous disais. C'est-à-dire passer là-dessous, mais ne pas aller prendre ça. C'est ce qu'on regarde ici sur ça et ça. D'accord. Passer là-dessous. Pardon, on va faire comme ça. Passer là-dessous. D'accord. Mais ne pas nécessairement perdre ça. Et vous voyez que ça colle bien avec le fait qu'on n'a personne là-dedans. Et pour le coup, j'avais pas regardé iBlock avant. Donc ça me conforte pas mal dans cette idée-là. Idem, ici on n'a rien avant 100 000
sur la liquidité longue. On commence à charger un peu entre 105 et 109 sur la liquidité de la semaine. Plutôt du monde à aller chercher en short, dorénavant proche du prix. Pas impossible néanmoins qu'on fasse ce push. Comprenez bien ici, quand je regarde ça, donc passer sous 102 sans perdre... Enfin non, pardon, passer sous 102 800 sans perdre 102 500. Passer sous 102 500 sans perdre... Ouais, globalement, même sur la une semaine, on voit même pas, hein, en fait, cette liquidité-là. D'accord? Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a plutôt un petit truc à prendre à 102, mais surtout, globalement, de la liquidité entre 98 et 100. Ce qu'il est intéressant de regarder. Ethereum, puisqu'on est en gros trade dessus, autant en parler aussi. Ether, pour le coup, il vient de croquer un petit peu de la liquidité intermédiaire qui se trouvait là. Il y en a encore un petit peu en dessous. Il peut éventuellement chercher un peu du long. J'ai l'impression que les longs prêtent profit très tôt sur Ether. On va regarder le funding rapidement. 0,01, voilà, ça veut dire que malgré l'augmentation, vous comprenez qu'on normalement on devrait short squeezer. On va essayer de dézoomer un petit peu pour étayer un peu les propos. Désolé, hein, tout ça n'est pas très à jour, mais c'est pas grave. C'est pas l'idée, c'est pas forcément de regarder que ça. Ether, vous voyez que là où Bitcoin est dans des ATH littéralement de trading, bah Ether, lui, il était plutôt dans ses ATH de trading en décembre 2024. Qu'il a bien flush tout ce qu'il y avait. Là, l'Open Interest suit bien le prix. Théoriquement, on voudrait éventuellement se dire et s'attendre à ce que le funding fasse exactement ce qu'il avait fait là, d'accord? Monter, monter, monter. Et vous voyez qu'ici, on a monté, monté et légère montée, mais rien de l'ordre qui est de l'ordre de ça. Cette montée-là avait engagé un deleveraging qui s'est fait comme ceci. Retour au bas de l'Open Interest. Le marché se purge littéralement, comme si vous ouvriez les vannes de la piscine, hein, un petit peu, qui est devenu trop lourd pour la terrasse en tech. et puis à partir de là, ensuite, vous pouvez remplir à nouveau la piscine, d'accord? Ça se remplit bien vite, et pour moi, voilà, l'Open Interest reste sur des zones qui restent suffisamment neutres, hein, donc voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant à regarder de ce côté-là. Et puis, voilà, on va pas faire toute une analyse sur... Je vous engage à la faire tout seul, maintenant que vous savez faire en plus, avec plus ou moins les niveaux, cette idée de divergence entre le funding qui doit théoriquement monter quand le prix monte, et quand c'est pas le cas, bah, vous vous dites que tiens, il y a un niveau, vous regardez sur la structure, vous vous dites que là, il y a peut-être des choses à venir chercher en liquidité sous X ou X niveau, puisque... le sens du vent est plutôt dans ce sens-là. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors sur Ethereum, moi je verrais bien, parce que c'est la structure qui le dit, quelque chose comme ceci. Maintenant, encore un tout petit peu de correction, à savoir ouais, un petit retest des 2005, hein, un petit peu cette zone-là, un retest de ça, quoi. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là, et si on doit retester plus bas, je dirais que c'est plutôt ce niveau-là. Vous voyez, ici comme ceci, autour du 16 mai par exemple, 2426, pourquoi pas. Personnellement, je trouve pas que ça soit moche, pardon, ni ça non plus. Je pense qu'on est plutôt sur une continuation, donc j'ai quand même dans l'idée d'aller plus haut sur Ethereum. Hein. Dans l'idée, ici, ça voudrait dire quoi? Peut-être potentiellement larver une montée un peu dans cet esprit-là. D'accord, l'accélérer un petit peu et puis venir chercher la zone des 3000, mais j'ai un petit biais de ce côté-là évidemment puisque j'ai un trade qui est censé prendre son profit dans cette zone-là. Sur Bitcoin, scénario privilégié en ce qui me concerne. Là on traîne un petit peu autour des 104, c'est difficile de voir une vraie cassure je dirais. Hop. Ouais, on a quand même une petite cassure un peu sympa là, hein, un truc qui se passe, d'autant plus qu'on l'avait avant ici. D'accord, vous comprenez ici que c'est direction 105 000 en théorie sur le prochain move. Le niveau qui a tenu est celui-ci. J'aurais bien vu passer en dessous quand même, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Donc on considère, je dirais, on est en 15 minutes là, 1 heure. Ouais, ça c'est plutôt mignon ici. Donc là, on va prendre ce niveau 1 heure. Voilà. Personnellement, pour moi, scénario privilégié dans ce cadre-là, si on voit les choses, par exemple, juste en intraday, hein, pour réfléchir, sans nécessairement aller dire, bon, 111, 150, vous comprenez que les scénarios long terme, je vous les ai donnés. Globalement, ce qui était plutôt propre ici, c'est que, on avait dit hier que jouer le range était plutôt intéressant. Or, on a eu un rejet. J'aimerais bien voir où se trouve exactement le point de contrôle de manière vraiment précise dans ce range. Probablement quelque part autour de là où on a rebondi, ouais.
J'ai pris un petit peu large. Hop. Oui, c'est pareil. Donc du coup, ce qu'on peut éventuellement se dire là-dedans, quand vous tradez un range, vous tradez donc la borne haute et vous prenez toujours un petit épée sur le point de contrôle du range. Parce que c'est l'endroit où si le prix a besoin d'inverser sa polarité, de redevenir, vous le voyez ici qu'avant c'était un support, hein, cet endroit-là, et que là finalement ça a tenu d'une certaine manière sous forme de support. On a le petit 4 heures ici qui est en dessous, mais globalement la zone, vous comprenez qu'on est ici à 200$ près, un truc comme ça. Donc voilà, c'est propre. Oui, donc toujours prendre un petit truc sur le point de contrôle. J'avais fait une vidéo sur les ranges où j'expliquais toutes ces choses-là. Donc là, attention, dorénavant, je vous le donne dans le sens inverse, quoi. C'est-à-dire... hop. Celui qui dira, quoi qu'il en soit, de toute façon, on va se retrouver... on va aller à cette borne-là, qui est en bas, ce que je ne qualifierais pas ça n'est pas impossible. Comprenez que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est venir prendre ça sans perdre ça. Hein. Vous vous rappelez donc globalement on reste dans ce scénario de range. Il est possible qu'on fasse tout simplement un retour en haut, un nouveau rejet ici et de revenir dans ces eaux là. Si ça se fait, ça se fera très rapidement, en tout cas à mon avis, parce que la liquidité elle est fraîche dans cette zone là. Mais voilà ce que je qualifierais de scénario privilégié à ce stade, c'est-à-dire de quand même faire l'aller-retour ici. On avait fait l'aller-retour ici, je pense pas qu'il y ait de raison de ne pas refaire celui-là. Donc ici, de revenir éventuellement recharger. Pourquoi pas légèrement dévier au-dessus, mais j'aurais presque même tendance à dire que ça va rejeter avant ce fameux point de contrôle-là. D'accord ? Donc en intraday, j'aurais dit scénario privilégié, c'est paf et paf. D'accord, bon point d'entrée globalement. Je peux éventuellement essayer d'aller chercher. Vous comprenez ici, on a regardé déjà le point de contrôle. Il est en bas bien sûr, mais le suivant, le prochain qui était au-dessus, pour se dire ça peut peut-être rejeter un tout petit peu au-dessus. Mais j'aurais pas dit que ça. J'aurais dit que celui qui veut vraiment faire les choses bien, il va sur le 1 minute. Et il cherche là-dedans, dans la zone à peu près qui nous intéressait. Et globalement, c'est 104 557, voilà, qui pourrait être... Alors, il y a un petit endroit, à l'endroit actuel, déjà, vous le voyez ici, en termes de niveau 1 minute, il y a un petit quelque chose, c'est plutôt un niveau 5, mais c'est pas très grave. Donc 104 000 et 104 500 sont des endroits de rejet qui sont un petit peu intéressants dans ce cadre-là. Ouais, le niveau actuel, pourquoi pas, et c'est peut-être un des plus intéressants, puisqu'on a pris la liquidité qui se trouvait au-dessus de ça, on a pris la liquidité au-dessus de ça, on a pris la liquidité au-dessus de ça. Comprenez que prendre la liquidité, c'est à la fois une zone d'accélération, mais c'est aussi une zone de vente. C'est ça qui, si jamais on prend la liquidité, mais qu'il n'y a pas vraiment de demande au-dessus, crée une mèche en fait, hein, vous le comprenez ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ce cadre-là, tous ceux qui ont acheté là, ceux qui ont acheté notamment ici, et à chaque fois qu'on est passé finalement dans des zones où on squeezait du long, bah, vont venir vendre là où on squeeze du short, parce que c'est là où il y a des grosses zones qui vous permettent de vendre sans slippage. Hein. J'ai beaucoup expliqué ça sur la chaîne. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller voir. En fin de vidéo, il y a toujours une playlist de 2 heures, 2 heures et demie qui vous permettra de comprendre tout ça. Bref, en gros, pour moi c'est propre. On revient au scénario initial ici qui était de dire est-ce qu'on peut aller à 160 000 ? La réponse est oui. Pour ça, il ne faudra pas perdre le momentum. Il faudra qu'on reste sur des niveaux de liquidité qui sont acceptables. Et pour le moment, je trouve que c'est le cas. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Si on doit faire le lien, vous comprenez qu'on a fait une box avant, là, avec tout le fondamental au-dessus. Si on doit faire le lien avec la liquidité, je ne trouve pas que ça soit insultant vis-à-vis de la liquidité, tout ce qu'on s'est dit jusque-là. C'est-à-dire, c'est possible que Bitcoin aille à 150 000 $, et j'aurais même plus tendance, moi, à privilégier début juin que début juillet. Sur le macro plus long terme, personnellement, moi, d'ici la fin de l'année, j'ai une target qui est plus importante. Pour le moment, hein, en tout cas, de ce que je vois et surtout de ce que je veux mettre en place, moi, vis-à-vis de ma psyché, le fait de bien dormir, etc., et toutes ces choses-là, je suis déjà en train de, petit à petit, prendre des profits, bien sûr. Plus sur les trades que sur mon PF, vraiment d'investissement. Mais en tout cas, voilà. Et ma target finale, pour moi, elle est plutôt autour des 220 240 000 $. Mais ici, celle-ci, je la regarde avec beaucoup d'intérêt.
c'est une target ici, vous le voyez, de flag, mais c'est pas la question. Il y a des tas de niveaux techniques qui peuvent nous permettre de nous dire que c'est une target qui, en soi, est déjà relativement cohérente. Donc voilà, on va essayer de voir comment tout ça se met en place, bien évidemment, et puis on restera extrêmement attentif. Les targets supérieures, pour ceux qui veulent éventuellement en voir, pour moi, elles sont extrêmement dépendantes de une rotation sur les altes ou pas, d'accord? Je pars du principe qu'il y aura une rotation sur les altes. On n'a pas fait d'ailleurs le total 3, mais bon, ça reste assez engageant, ça va pour pousser. Vous comprenez qu'on est quand même sur trend ici et que sur le total 3, il va falloir passer au travers. Et que pour le moment, ça n'est pas fait. On reste dans une tendance de fond qui est baissière sur les altcoins en total. Donc leur part dans le gâteau est en train de diminuer, mais personnellement, je pense que ça va casser. Et en ce qui concerne la market cap totale, j'avais pas mal parlé dans une vidéo un petit peu à part de cette idée que la market cap totale de la crypto pourrait aller aux 8,5 trillions pour des raisons de structure, également de momentum, voilà, pas mal de choses, de ratio, etc. Mais voilà, principalement, on va dire, reproduire un petit peu pardon, je suis un peu emballé. Produire un peu cette idée d'une tasséance et ou épaule, tête, épaule en correction, peu importe. Reproduire également cette poussée au retour, encore que c'est pas une idée que celle-là, hein, j'entends. C'est une idée que je travaille peut-être moins que simplement réitérer ce mouvement-là ici, d'accord. Mais globalement, voilà, target ici, 9,5 trillions, vous comprenez qu'on est à 3,31 trillions actuellement, ça multiplie quasiment par 3 l'histoire. Et ici, également, une target de 37 trillions. Donc vous comprenez ici qu'entre 10 et 37 trillions, il y a de la marge. Qui, elle, va plutôt défendre cette idée qu'en fait, on reproduit effectivement ce qui s'est passé dans cette vague-là. Donc globalement, la vague 2020-2021 soit reproduit en bas de la vague précédente. D'accord? Donc ça, c'est plutôt l'idée d'aller encore plus haut. Donc à ce stade, voilà, 2 targets sur la market cap totale. J'aurais tendance à dire que c'est le plus cohérent à avoir, c'est de regarder le marché dans son ensemble au niveau de la crypto. Maintenant, au sein de cela, existe toujours une idée de positionnement entre... déjà, ce type de target peut être dans 2 cycles. C'est-à-dire que vous devrez potentiellement... Et je ne suis pas un énorme fan non plus des cycles, hein, donc attention à ça. Mais vous devez... En tout cas, c'est peut-être des targets qui sont peut-être extrêmement long terme. Là où, je dirais, celle-ci, 5 trillions, donc ça c'est celle de 160 000 sur BTC. Et celle-ci, qui est plutôt de l'ordre des 220 000 sur BTC, est relativement... Programmé, n'entendez pas ici programmé au sens certitude, mais plutôt programmable, voilà, programmable, on va dire ça comme ça, programmable dans un avenir proche. 37 trillions est plutôt quand même quelque chose duquel on peut éventuellement réfléchir pour le cycle d'après. Mais dans ce cadre-là, vous comprenez, bon, bah, vous faites les ratios, 3,31 actuellement en market cap total, on est à 3,31, on vise 8,5. 3,31. On vise 8,5. Bon, bah, vous faites le ratio et puis vous comprenez où est-ce que ça peut vous emmener Bitcoin à dominance égale. Personnellement, j'ai des ratios. Pour moi, la dominance Bitcoin va baisser à partir de globalement maintenant. Donc, il y aura une alt season à partir de globalement maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut swapper ces BTC en Ethereum ou autre ? Pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement intéressant. Enfin, c'est pas quelque chose que je pratique excessivement. Je l'ai fait avec un très mauvais timing, hein, d'ailleurs, sur justement transformer des BTC en ETH, à savoir 10%. Et c'était globalement au début de l'année, donc le timing n'était pas. Il me semble que c'était au début de cette année. Mais globalement, le timing n'était pas ouf. Je l'ai fait sur d'autres choses où le timing était vraiment bien. Mais là, pour le coup, ce move-là n'était pas incroyable. En gros, sur mon portefeuille d'investissement, ça va être plus, j'ai une target sur chacun des trucs et je vends en fonction. Globalement, j'aime bien quand même avoir ce type de target sur le marché global et avoir une idée de l'évolution
du camembert. Quelle est l'évolution que je vois au sein du camembert? Et tout cela est très bien sûr dynamique, c'est-à-dire que parfois je peux voir une évolution et 6 mois après me dire ah bah non en fait ça sera peut-être pas plutôt, ça sera peut-être plutôt ça et ça sera plutôt différent, mais au moins vous avez mes targets également sur le global du gâteau crypto. Dernière chose, j'ai oublié d'en parler, mais je voulais vous montrer alors je sais plus sur quel chart on a la plus d'antériorité. Je mets en pause une seconde. D'accord, pour la suite, pour celui qui veut essayer de voir la suite, si il doit y avoir une rotation on va dire mid cap vers moyenne cap et ensuite vers petite cap, en théorie, c'est quelque chose que vous devriez voir sur la paire Solana Ethereum, hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc, étudier cette paire Solana Ethereum et enfin l'avoir entre guillemets dans le scope est quelque chose qui n'est pas forcément stupide. Globalement, c'était une paire de laquelle, personnellement, moi j'avais dit, quand on était à peu près dans ces eaux-là, ça va péter le range. Derrière, ça va venir retest. Derrière, ça va pousser une dernière fois. Et ensuite, ça va perdre l'histoire. Pour finalement revenir retester quelque part par là. Et peut-être, pourquoi pas, bas de range. Pour l'instant, je trouve que ça tient bien, l'histoire, d'accord. Donc, attention, il se peut que cette montée larvée, là, ici, s'accélère. En tout cas, j'ai rarement vu des trucs paraboliques passer en larvée et ensuite continuer à accélérer, sauf à dire que finalement, on commence à rentrer dans cette idée que là, par exemple, vous aviez pour le coup là aussi une ta séance et que le retest a été réussi, mais là, dans ces cas-là, je voudrais voir une accélération. Et c'est-à-dire que là, ici, au sein même de... Vous comprenez que là, sol ETH, vous avez du coup un sol qui perd de la valeur par rapport à Ethereum. Mais ça reste dans un canal qui pourrait trouver son bas et ensuite continuer, et ainsi de suite. Et pourquoi pas derrière accélérer également. Donc une appréciation extrême de Solana vis-à-vis d'Ethereum. D'accord? Pour le moment, c'est pas le cas. Est-ce qu'on voit les choses comme je vais retrouver une borne basse ici et de toute façon Sol ne reviendra plus jamais dans ces zones-là et ainsi de suite. C'est-à-dire je pousse, je corrige et derrière je fais une nouvelle poussée. Ah, ça va peut-être la même que ça. Pourquoi pas? Auquel cas, vous comprenez que je vous le fais à la serpent là, mais comme ça. Voilà, hop, depuis son départ. Pourrait targeter beaucoup plus haut, à savoir 0,25 Solana pour 1 Ethereum. On va nettoyer un petit peu. Soit je réintègre, d'accord? C'est les deux grosses questions du moment. Donc pour moi, voilà, il y a une alerte à mettre ici. Si jamais on... Voilà, peut-être même un petit peu en dessous, hein, mais voilà, si jamais on voit que d'un coup, Ether pousse 10%, mais Solana reste collé. Donc, à savoir un Ether à 3 quarts et un Solana qui reste à peu près dans les zones actuelles et que donc on perd tout ça en même temps, d'accord. Je trouve que ça serait un signal quand même assez fort qu'on va là et que donc du coup c'est plus une longue Ethereum season qui va nous attendre. À l'inverse, si on tient un peu tout ça, c'est peut-être le signal d'une alt season, d'accord. Pour moi, je vois aujourd'hui les choses un peu différemment que par le passé, c'est-à-dire que la paire Ethereum BTC signale certes une potentielle alt season puisque elle est plus sensible au côté M2, inflation, retour de liquidité, etc. Donc c'est normal que ça marche ensemble, mais j'aurais tendance à dire attention aux faux amis, c'est-à-dire qu'on a déjà eu des belles vagues sur Solana et compagnie sans que ça marque Ethereum, donc on aura aussi peut-être potentiellement l'inverse. Donc je vois vraiment Ethereum comme un truc à part. C'est pour ça que quand je regarde le total 3, je regarde pas tout sauf Bitcoin, je regarde pas les Others et compagnie, j'enlève de mon total 3 les stablecoins, Ethereum et Bitcoin. Je vois vraiment, pour moi il y a Bitcoin, Ethereum et le reste, d'accord? Parce que les deux correspondent à deux choses différentes. Certains peuvent parler d'or digital. Moi, j'aime pas trop l'idée de Bitcoin comme un or digital, encore que c'est une réserve de valeur. Pour le moment, elle n'a pas beaucoup d'autres use cases que celle-là. Mais je pense qu'à terme, Bitcoin peut devenir un fantastique moyen de paiement et un fantastique moyen de collatéralisation également de crédit. Mais pas que. Je pense qu'Ethereum, c'est plus l'ordinateur qui va permettre un peu tout ça. Et donc voilà, c'est plus en soi, on va dire que Bitcoin, ça serait l'électricité et Ethereum, ça serait l'ordinateur ou l'Internet, hein, ou peut-être plutôt Bitcoin, l'Internet et Ethereum, l'ordinateur. Enfin voilà, un truc un peu dans cet esprit-là.
Mais surveillez bien cette paire-là. S'il y a des niveaux techniques qui sont perdus, à savoir là ici 0,057, ça peut sentir bon pour Ether et pas forcément bon pour le reste. Notamment au moins jusque là, hein, vous le voyez dans le volume profile ici, en fait tout ce qui s'est pas fait là-dedans, cette imbalance là, d'accord, voilà, c'est ça que je regarde. Là pour l'instant ça concerne que Solana, parce que Solana a eu un comportement un peu différent. Vous pourriez regarder XRP, Ethereum aussi également, mais globalement je trouve que ça reste très cohérent, voilà, d'aller regarder ces choses là. Ok, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, excusez-moi. Oui, donc voilà l'idée, c'est quand même, je trouve, des niveaux clés, des choses importantes à garder dans l'idée. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour... tiens, allez, on va parler pour le coup justement de crypto. Qu'est-ce que vous pensez de cette paire Sol ETH? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez qu'on tient le canal? Globalement, c'est quelque chose qui ressemble, je trouve, beaucoup au canal de la dominance BTC, qui pendant longtemps nous a donné cette impression d'être dans un canal haussier et qui est toujours dans un canal haussier à ce stade. Voilà, je trouve qu'il y a des similitudes quand même, hein, un petit peu range juste avant, et puis là cette espèce de canal une fois qu'on casse, qui donne cette éventuelle impression de continuer indéfiniment. Donc c'est possible vraiment qu'on aille chercher beaucoup plus haut sur Solana comparé à Ethereum. Pour le moment, une petite qui est cette rotation, on va dire Ethereum vers Solana qui se fasse, donc du coup le voir comme une rotation encore plus risconne, hein, c'est un peu ça l'idée, hein, c'est un peu ce que j'explique là avec maladresse. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce graphe Sol ETH? Est-ce que vous pensez que pour le coup il va trouver rebond et à nouveau rester dans un canal? Je trouve que ce canal sur la BTC dominance a été très surprenant, il est toujours, hein, puisqu'on est toujours dedans. Voilà, en tout cas, c'est très larvé depuis très longtemps. On a le sentiment qu'à un moment donné, ça va craquer son slip, mais ça ne le fait pas. Donc du coup, c'est extrêmement intéressant de voir le développement du reste. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Celle-ci était un petit peu longue, mais ça me paraissait intéressant de vraiment développer cette idée. Pourquoi pas un Bitcoin à 158 000 $ sous très peu de temps, c'est-à-dire une continuation du push qu'on a déjà actuellement, hein, tout simplement. C'est juste simplement cette idée de dire, finalement, si jamais Bitcoin est complètement illiquide en ce moment sur les exchanges et qu'on a pu prendre 40% en un mois, hein, à peu près, pourquoi pas réitérer encore un petit 50% supplémentaire finalement entre 1 et 2 mois. Ça paraît pas trop insultant. Pensez bien quand même ici à prendre des profits sur, en tout cas, pas forcément ces zones-là, mais sur vos zones. Là, bien sûr, moi j'en ai une à 120, qui est quelque chose sur lequel c'était déjà décidé que je vienne taper du profit. À très court terme, on a 111, 120, 158 et très long terme, et là on parle plus de bagues d'investissement. Des zones comme 202, pardon, des zones comme 240 bien évidemment, voilà, en tout cas voilà un petit peu toutes les choses sur lesquelles il faut rester attentif, tous les endroits sur lesquels il faut rester attentif sur Bitcoin. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.